Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV. Tout de suite, les titres. Face à l'impasse de la crise des déchets, le Premier ministre hausse le ton. Tamam Salam exige des progrès dans les jours qui viennent. Optimiste, prudent, John Kerry rencontre Benjamin Netanyahou un peu plus tôt à Berlin. Le secrétaire d'État américain a exigé l'arrêt des violences entre Palestiniens et Israéliens. Les 7 naufragés de la famille Safwan ont été enterrés en début d'après-midi. Leurs funérailles ont eu lieu à Ouzaï, au sud de Beyrouth. Leurs corps ont été rapatriés hier au Liban. 2 des 3 rescapés de la famille, Maher et Moussa, ont atterri cette nuit à l'aéroport de Beyrouth. Il s'agit de Maher et Moussa Safwan. Le 3e survivant est lui encore détenu par les autorités turques. 9 membres de cette famille libanaise ont disparu dans le naufrage de leur embarcation la semaine dernière. En mer Égée, ils tentaient de se rendre en Europe. Via la Turquie, les recherches continuent pour retrouver Wael et Malek, les 2 enfants toujours portés disparus. La contestation civile reprend après la libération des 2 derniers activistes cette semaine. Le collectif Nous réclamons des comptes a tenu ce matin un nouveau sit-in devant le siège de DL. Il réclame du courant 24 heures sur 24 et la baisse du prix de l'électricité, mais aussi la poursuite en justice des politiciens n'ayant pas payé leurs factures. Le rassemblement s'est ensuite déplacé à la quarantaine devant les locaux de Sucline, la compagnie de ramassage des ordures que le collectif accuse de corruption. Et la crise des déchets, elle est toujours dans l'impasse. Le Premier ministre hausse le ton devant des étudiants de sciences politiques à l'université Saint-Joseph. Tamam Salam a exigé des progrès dans les jours qui viennent sur ce dossier, faute de quoi il a menacé, je cite, de prendre la position qui conviendrait. Certaines forces politiques ne veulent pas de solution, a poursuivi le chef du gouvernement. Viendra un moment où il sera temps d'appeler un chat, prévient encore Tamam Salam. Et hier déjà, L'Orient le Jour avait indiqué que Akram Chayeb pourrait suspendre ses efforts dans la résolution de la crise des déchets. Alors sur quoi bute encore la résolution de la crise des ordures et bien d'autres questions? Avec nous pour en parler, Georges Salouane, qui est l'invité de Serge Berberi. Serge, c'est à vous. Georges Salouane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en plateau pour commenter l'actualité au Liban. On l'a vu ce matin encore, ces activistes qui manifestent, qui se mobilisent dans la rue aujourd'hui face à EDL, face à Soucline, pour encore une fois crier leur refus justement de voir dilapider les fonds publics, la corruption au sein du gouvernement. Comment, à votre avis, cette crise pourra-t-elle donc être résolue alors que les partis politiques actuellement semble se bouder, le dialogue, donc il n'y a pas de dialogue et un gouvernement qui est pour l'instant en tout cas paralysé. Oui, monsieur Berberi, il boude. Tout le monde boude tout le monde. C'est bizarre. Et ce n'est pas politique. Et ce n'est pas professionnellement politique, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que d'un côté, le malaise social est grand. D'un autre côté, hélas, jusqu'à présent, la grogne de la population libanaise, cette grogne populaire s'estompe parce que depuis le 29 août, ce ne sont que de petits mouvements de grogne un peu partout. Le mouvement social s'estompe d'une certaine manière et hélas, les Libanais, de par leur faculté d'adaptation, se résignent à vivre sous les ordures. Par exemple, depuis 3 mois, nous sommes sous les ordures, il n'y a pas de solution, on ne trouve pas une issue à ce problème-là, qui dans tous les pays civilisés est résolu le plus rapidement possible. De plus, hélas... Pour beaucoup, c'est le courant du général Aoun qui bloque actuellement ce dossier. Le plan Chayeb est prêt, mais le Conseil des ministres n'arrive pas à se réunir pour justement avaliser ce plan et donner en tout cas ce feu vert attendu. Oui, hélas, parce que c'est le vide institutionnel qui s'installe en ce moment et allègrement, sans aucun souci de la part de la caste politique, de un. De deux, hélas, on a sonné le glas du gouvernement Salam
à travers les propos qui ont été tenus de par le ministre Nohad Machnou et par la fameuse diatribe de Saïd Hassan Nasrallah. À mon avis, nous allons voir un blocage total. Dieu sait si le président Salam arrivera à résoudre d'une manière miraculeuse la question des ordures ménagères dans ce pays. Je crois que les forces du 8 mars, essentiellement le Hezbollah, ne va pas octroyer une aide à ce gouvernement pour arrêter cette grogne populaire, plutôt qu'il a intérêt à ce que, comment dirais-je, la situation stagne telle qu'elle, que le statu quo ante reste jusqu'à, hélas, l'attente d'une solution de la guerre de Syrie. Parce que nous n'avons plus aucune marge de manœuvre dans ce pays. Nos politiciens sont stagnants. Le peuple ne réagit même plus. Il s'adapte à la situation. Pas d'électricité, pas d'eau, pas d'infrastructures abordables, des ordures ménagères un peu partout. Tout le monde s'adapte, tout le monde s'y fait. Et on verra bien comment on arrivera, on touchera à une éventuelle solution. Mais nous sommes dans une totale incohérence, dans une totale absence d'une solution dans le futur au niveau de la crise gouvernementale. Rapidement, selon des sources diplomatiques arabes à Paris, le chef du CPL, Michel Aoun, croit fermement que l'intervention russe en Syrie lui ouvrira les portes de Babda. Un commentaire? Écoutez, les grandes forces, les forces internationales ne courent pas derrière les intérêts ni des dictateurs, ni des leaders nationaux. Ils courent vers... On l'a vu lors de la manifestation du 13 octobre, ces images de Poutine près du palais présidentiel. Écoutez, si Poutine va se soucier des intérêts et de l'intérêt personnel du général Michel Aoun, je pense qu'il a intérêt à gouverner tous les pays du Levant. Poutine a bien d'autres chats à fouetter au niveau de la crise du Levant, essentiellement de la crise en Syrie. Georges Salouane, merci pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique libanaise. Philippine, c'est à vous pour la suite du journal. Et justement, Poutine entend bien reprendre la main sur le dossier syrien. Le président russe a reçu Bachar el-Assad au Kremlin. Et hier, Moscou a annoncé une rencontre quadripartite avec les chefs des diplomaties américaines, turques et saoudiennes. Christophe Dansette. Décidément, Vladimir Poutine veut montrer qu'il est bien le maître du jeu dans le dossier syrien. Après la réception en grande pompe de Bachar al-Assad mardi à Moscou, le président russe a décroché son téléphone mercredi. Des entretiens avec son homologue turc et le roi d'Arabie Saoudite. Il les invite à une réunion à Vienne vendredi, une réunion où il espère également faire venir John Kerry. Une manière de démontrer sa volonté de trouver une solution politique en Syrie, comme il affirme l'avoir fait savoir au président syrien. Le secrétaire d'État américain n'a pour l'instant pas dit s'il se rendrait à Vienne pour cette rencontre quadripartite. Son porte-parole réaffirme qu'une solution politique est primordiale. Ce que je peux vous confirmer, indépendamment de cette visite, c'est que rien ne changera sur nos deux priorités. Pour chasser le groupe État islamique en Syrie et en Irak, et essayer d'obtenir une voie politique, une solution politique en Syrie. Le porte-parole du département d'État ne précise pas si Bachar al-Assad doit ou non faire partie de la négociation pour une solution politique. Pour l'Iran, l'autre grand soutien du régime de Damas à côté de Moscou, qui n'est pas convié à la réunion de Vienne, le président syrien est incontournable dans ces discussions. Mais dans une interview au Guardian, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien laisse entendre que l'avenir du président syrien n'est pas assuré. Nous ne travaillons pas pour maintenir Assad au pouvoir pour toujours en tant que président. Mais dans tout processus politique, le rôle joué par Bachar al-Assad sera important. La France, elle non plus, ne participera pas à la réunion de Vienne. Mais François Hollande semble aujourd'hui presque le seul à continuer d'affirmer qu'il est hors de question d'envisager une solution politique avec Bachar al-Assad. Paolo Dalloglio serait en vie. Le père jésuite aurait été vu début septembre par un déserteur du groupe État islamique dans une prison de l'EIA Tabaka. Paolo Dalloglio a été enlevé le 29 juillet 2013 en Syrie à Raqqa, bastion du groupe dans le nord de la Syrie. Depuis, son sort demeure inconnu. Les propos de cet ex-dirigeant djihadiste de deuxième rang ont été recueillis par l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Le déserteur de l'EI aurait également fait part à l'ONG des menaces d'assassinat contre son directeur, Rami Abdelrahman, qui réside au Royaume-Uni. Dans un instant, nous irons en Suède où une attaque au sabre fait au moins 2 morts et 2 blessés dans une école. Le bilan s'alourdit cet après-midi après l'attaque au sabre dans une école en Suède. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, déguisé et armé d'un sabre, a tué un enseignant et un élève d'une dizaine d'années est mort de ses blessures. Un autre élève est grièvement blessé ainsi qu'un adulte. Déguisé, l'assaillant n'a pas tout de suite inquiété les personnes qu'il croisait. Il portait un masque de la trilogie Star Wars selon certains médias. L'assaillant, dont l'identité n'a pas encore été révélée, a pu être neutralisé par les tirs de la police. Il a été annoncé comme mort, mais cette information a été démentie. Le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, parle d'un jour sombre pour la Suède. La situation au Proche-Orient, ce jeudi matin encore, 2 Palestiniens s'en sont pris à des Israéliens près d'une station de bus à l'ouest de Jérusalem. Un passant a été agressé, l'un des assaillants a été abattu, l'autre est grièvement blessé d'après la police israélienne. En 3 semaines, 48 Palestiniens et un Israélien sont morts dans ce regain de violence à Jérusalem et en Cisjordanie. Dans ce contexte, la diplomatie se met en marche pour tenter d'apaiser les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Ban Ki-moon, le chef de l'ONU, était hier en Israël et en Cisjordanie. John Kerry s'est quant à lui rendu à Berlin ce jeudi pour rencontrer Benjamin Netanyahou avant un entretien avec Mahmoud Abbas en fin de semaine. On l'écoute. Aujourd'hui, nous pouvons, vous et moi, relancer ce processus. J'espère que nous ferons des progrès lors de notre entretien. J'ai parlé avec le roi Abdallah hier, j'ai parlé avec le président Abbas et je crois qu'il y a une volonté de désescalade. Alors retournons au travail pour voir ce qu'on peut faire. Benjamin Netanyahou est par ailleurs au cœur d'une polémique après ses propos tenus mardi devant le Congrès sioniste à Jérusalem. Le Premier ministre israélien a déclaré que le grand moufti de Jérusalem, durant l'Holocauste, a poussé Hitler à exterminer les Juifs d'Europe, suscitant un tollé chez les Palestiniens comme au sein de la classe politique israélienne. Noémie Roche. C'était mardi, lors du 37e Congrès sioniste. Le Premier ministre israélien tient alors des propos surprenants. Selon Benjamin Netanyahou, c'est le grand moufti de Jérusalem de l'époque qui aurait soufflé à Hitler l'idée de la solution finale. Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs à ce moment-là, il voulait les expulser. Alors le grand moufti de Jérusalem est allé voir Hitler et lui a dit « Si vous les expulsez, ils viendront tous ici en Palestine. » Mais que devons-nous faire ? Brûlez-les, a répondu le grand moufti. Une déclaration qui intervient dans un contexte de violence dans la région. Le chef de l'autorité palestinienne y voit d'ailleurs une manœuvre politique délibérée pour nuire à l'image des Palestiniens. Le numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, Saïd Erekat, a lui exprimé son indignation. Il est triste de voir le gouvernement israélien détester à ce point son voisin, au point qu'il soit disposé à absoudre le plus grand criminel de l'histoire. La sortie de Netanyahou a aussi suscité la polémique en Israël. Pour le chef de l'opposition Yitzhak Herzog, Benjamin Netanyahou fait le jeu des négationnistes. D'un point de vue historique, les assertions du Premier ministre sont surtout inexactes. L'historienne en chef du mémorial Yad Vashem rappelle que même si le moufti avait des positions antisémites extrêmes, ce n'est pas lui qui a donné l'idée de la solution finale à Hitler. Lorsqu'ils se sont rencontrés en novembre 1941, Hitler avait déjà son idée en tête. Hitler était obsédé par l'idée que les Juifs étaient un danger pour l'Allemagne, pour l'Europe et pour le monde, dont il devait se débarrasser. Devant le tollé, le Premier ministre israélien a tenté de clarifier ses propos. À Berlin, il a expliqué qu'il ne cherchait pas à nier la responsabilité d'Hitler. Angela Merkel a quant à elle rappelé que l'Allemagne assumait son entière responsabilité dans la Shoah. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Vive émotion à Ouzaï pour les funérailles des 7 naufragés de la famille Safouane au lendemain du rapatriement de leur corps au Liban. 2 autres survivants sont arrivés ce matin à l'aéroport de Beyrouth. Face à l'impasse de la crise des déchets, le Premier ministre hausse le ton. Tamam Salam exige des progrès dans les jours qui viennent. Optimisme prudent de John Kerry après sa rencontre avec Benjamin Netanyahou. Un peu plus tôt à Berlin, le secrétaire d'État américain a exigé l'arrêt des violences entre Palestiniens et Israéliens.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.